Bah oui, être premier, il y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon compagnon d'armes, le trublion de l'internet, l'ineffable Stéphane Boulet, alias Plugin Baby est avec moi. Hello papa, comment vas-tu? Hello tout le monde, bonjour Daniel, bah écoute, moi ça va bien, j'ai survécu à la rentrée, donc tu vois, c'est le principal. Ah, ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, malgré les aléas habituels de l'administration, les choses qui changent littéralement de la veille pour le lendemain, mais bon, on s'adapte. Combien de parents d'élèves as-tu menacé physiquement? Plus que je ne saurais dire. C'est bien, tu parles sans langue de bois, c'est pour ça qu'on t'aime. Bon, alors, on est en rendez-vous pour cet épisode 11, donc. On vous remercie encore de participer autant. Je recevais des listes jusqu'au Japon. J'étais au Japon et je recevais encore des listes et tout. Et à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Même pas si de repos pour les braves. Oui, même si vous dites American Historics, franchement, quand même, c'est trop ma cam et tout. C'est pas grave. On vous aime. On vous aime quand même. Voilà. Est-ce que tu sais comment nous envoyer des listes, hein? Est-ce que tu le sais? Eh ben écoute, je crois savoir qu'il faudrait envoyer une sorte de courrier électronique vers une boîte supercinébattle@gmail.com. Voilà pour. Et alors pour être plus précis, on fait trois films par liste, un titre si vous voulez nous donner une thématique. Et faut savoir qu'on a un stock de plus de 1000 listes. On doit avoir 700 listes sur les années 90. Mais en même temps, je les feuilletais et je me disais, putain, ça manque de cinéma français, en fait. Et ça me pose un petit souci parce que on fait aussi du cinéma français. Donc, si vous avez des films français qu'on n'a pas évoqués et qui ne soient pas La Cité de la Peur. Indice. Allez-y, si vous avez un truc qui vous tient à cœur, n'hésitez pas. Donc en tout cas, merci beaucoup les gars. N'oubliez pas, s'il y a doublon, on les zappe, c'est pas de souci. Et comme vous le savez, on couvre toujours la période entre 1990 à 99. C'est ça. Sans plus attendre, on va juste faire un tout petit point sur la liste. Tu l'as sous les yeux, j'espère. Eh ben évidemment, je ne sors jamais sans ma liste. Et quel est le premier film? Eh ben Pulp Fiction, Quentin Tarantino. Suivi de Fargo, amplement mérité. Voilà, suivi de Truman Show. Iron Giant, que beaucoup de gens nous ont écrit pour nous dire qu'ils ont découvert le film. Tout à fait. Et ça me fait vraiment, ça me touche parce que c'est quand même pour moi un grand classique. Donc et après, juste derrière, on a Le Silence des agneaux. Le Sixième Sens. Porco Rosso. Extraordinaire film. LA Confidential qui est arrivé quand même très très haut. Ouais, très très haut. Et d'ailleurs, il est repassé il y a quelques jours sur Arte, donc pas mal de gens ont pu le voir ou le revoir. Et toujours un très grand plaisir à revoir ce film, quoi. Reservoir Dogs et Mononoke Hime. Tout à fait. Et on peut le dire, presque au milieu du classement, il y a Piège à Hong Kong et aussi Les Ailes de l'Enfer. Les Ailes de l'Enfer, exactement. Genre, il est presque toujours au milieu, et donc Les Ailes de l'Enfer, qui est un film important pour nous. Exactement. Enfin, Con Air. Et alors, tout en bas de la liste, tu disais repasser sur Arte, mais qui a quelques temps est repassé aussi ligne verte. La ligne verte. Donc, si vous voulez vous faire le cinéma de l'horreur, c'était aussi possible. Et donc, les 5 plus mauvais films de notre liste sont Double Dragon, Godzilla, Le Jour et la Nuit de Bernard-Henri Lévy, Wild Wild West, on s'en fout. avec Will Smith. Avec Will Smith et La Ligne Verte. Voilà. Darbo. Mais bon, c'est mérité. Et oui, voilà, la liste est comme ça, elle est inébranlable. Oui, c'est la vérité. Et surtout, cette liste, elle est comme Alain Delon, elle est inattaquable. C'est ça, elle est inattaquable. C'est une punchline qui était dans l'épisode avec Le Jour et la Nuit. Voilà, que vous allez savoir si vous avez loupé ça. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va se lancer. Et alors, écoute, je t'ai dit que j'étais chaud pour faire des films français, donc on va en faire un petit peu. Et c'est quelqu'un qui m'envoie qui s'appelle Arnaud Sora. Merci Arnaud, déjà, pour ta liste. Et merci Arnaud. Et il nous envoie une liste qui s'appelle la liste
Shabadabada. Et c'est une liste composée que de films avec Alain Chabat. Shabadabada. Putain, qu'il est con. Et, très bon choix de titre. Très bon choix. Et le premier film de sa liste, c'est Didier de Alain Chabat. On Voilà. peut pas faire un film plus Alain Chabat. Plus Alain Chabat que Didier. Que Didier. Et donc Didier, c'est l'histoire d'un chien qui se transforme en homme, sauf qu'il reste un chien dans son fort intérieur. Donc c'est Alain Chabat en fait qui joue le chien de Jean-Pierre Bacry. Voilà le pitch. Et ça, c'est toute une série de scènes cocasses où il sent le cul des filles. Voilà, où voilà. il joue le chien, il déchire des coussins, il fait le fou, voilà quoi, c'est le ressort principal du film. Ouais. Et voilà. Et moi, c'est un film qui m'a pas spécialement marqué, je dois dire. Enfin, Moi, je me souviens qu'il y a Isabelle Gélinas qui, je crois, c'est elle qui tombe presque amoureuse de lui. C'est très, oui, très... c'est ça. Il y a une espèce de sous-intrigue amoureuse un peu bizarre. Et ça se termine sans match du PSG, ce qui veut Voilà. dire que ça se termine mal. C'est-à-dire que ça se termine extrêmement mal, quoi. C'est un peu son film solo, esprit canal de l'époque. Oui, voilà. Mais c'est un film qui est jamais vraiment à la hauteur de son pitch. Enfin, c'est-à-dire que le pitch est intriguant et marrant, mais en fait, bon, c'est... je crois qu'en plus, voilà, 1h30 ou plus dessus, c'est... Bon, tu sens que globalement... Pour moi, le problème, c'est que c'est le premier tiers est vraiment beaucoup plus fort que... Oui, c'est ça, non, mais c'est ça. Dès le deuxième tiers et tout, dès que ça s'est installé... Genre, ça devient très très conventionnel et puis c'est moins drôle. C'est moins drôle, puis ça devient un peu lourd tout simplement. Du coup, ça s'écroule un peu tout seul, quoi. Ouais. Et puis à la fin, c'est Didier parce qu'il est bon à jouer avec la balle puisque c'est un chien. Exact, puisque c'est un chien et du coup il devient un joueur du PSG, ce qui en dit long d'ailleurs sur le recrutement du PSG de l'époque. Sur le recrutement du PSG. Mais en même temps, il y a un truc que j'aime qui est assez rigolo, c'est que c'est quand même un film d'une espèce de cinéphilie étrange. C'est-à-dire, tu sens que c'est un mec qui adore la comédie, qui adore le ciné, et c'est un peu, tu vois, je l'apparente un peu à l'humour fluide glacial, tu vois, c'est un peu, il essaye de faire ça, quoi. C'est une espèce d'ambiance un peu, il y a une ambiance un peu patanardeuse des années 70, quoi. Mais tu vois, il y a un truc comme ça, un feeling très particulier, quoi. Oui, je veux dire. Oui, c'est vrai que c'est un côté en plus, enfin très, comme on dit, encore l'esprit canal, enfin genre, voilà, on se va à fond dans le délire. Un peu rustique. Et on peut pas lui enlever ça, c'est que c'est un film qui va au moins jusqu'au bout de son. Oui, histoire. voilà, qui se tient à son idée, qui essaie d'aller. Bon après, voilà, comme dit, il y a pas matière forcément à faire un long métrage en tout cas, mais voilà, c'est vrai que c'est un film qui vaut pour son idée, pour l'engagement qu'il met dedans aussi, quoi. Et puis il y a pas mal de clins d'œil rigolos pour ceux qui sont nostalgiques de cette époque Canal+. Genre il se fait passer pour un joueur yougoslave, enfin du moins Bacri le fait passer. Il l'appelle DJ au lieu de Didier et DJ Azanavicius. Oui, donc forcément, voilà. En référence à Azanavicius voilà, Michel, mais aussi Serge qui joue dans le film, quoi. Voilà, exactement. Enfin, vraiment, genre, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de copinage, hein. Enfin, oui, il y a Farougia, il y a le. De toute façon, enfin, je veux dire, les Chabat, à une époque, c'était son fond de commerce, c'était le copinage, quoi. Et c'était aussi une des limites du truc, quoi. Ah ouais, mais par contre, je trouve alors, fond de commerce, c'est une notion très, très négative. Moi, je trouve que, au contraire, l'esprit de clan chez lui, tu le sens bien, et c'est pour ça que j'apprécie, en fait, Alain Chabat. Le mec est indéniablement à une espèce d'aura de sympathie, qui se dégage de tous ses films, et c'est pour ça que jamais je trouverais que, en fait, c'est pas un mec cachetonne pour moi. Non, mais c'est un mec qui a l'air extrêmement, c'est pas tant sur ses ses films démarches. que tout ce qu'il y a autour, en fait. Tout le problème, c'est qu'en fait, quand Alain Chabat, à une époque, sortait un film, tu bouffais sans arrêt des trucs, avec toujours les mêmes mecs, avec toujours les mêmes trucs. Enfin, tu veux dire la promo et tout ça. La promo et tout, ça avait un côté un peu gonflant quand même malgré tout. Mais la promo des films français, et c'est peut-être pour ça qu'on a si peu de ça, il y a un petit côté entre nous très assez déplaisant. Moi, je trouve que au contraire, justement, chez Chabat, il y a un truc assez authentique là-dessus, et son amour et ses cinéphiles se voit beaucoup plus que dans tous les autres films du genre, quoi. Chabat, effectivement, il a pour lui que même s'il fait un film raté... Et il y a Bacri dans le rôle de Bacri, c'est-à-dire celui d'un mec c'est acariâtre, jamais content, et voilà, le mec, genre, il a joué que ça dans sa vie. C'est la Bacri exploitation à son maximum. Ces époques-là, ces années-là, c'était genre, il nous fallait Bacri qui tire la gueule dans un film, quoi. Il le fallait tout le temps, quoi. Et il le fait vachement bien.
Il est vraiment bon, quoi. C'est le meilleur dans le genre. Écoute, où est-ce qu'on va le mettre? Pour moi, Didier, c'est un film de moitié moins, tu vois, de classement. Je préfère regarder Chute Libre que. Je préfère regarder Doberman, j'allais te dire. Moi, je préfère regarder encore Chute Libre, mais pas Donnie Brasco, tu vois. Je préfère regarder Didier que Donnie Brasco. D'accord. Non, parce que tu sais, je voyais Les Visiteurs, mais en même temps, je préfère regarder les Didier que Visiteurs. Oui, voilà, c'est pareil. Écoute, Didier devient le 39e meilleur film des années 90, ce qui n'est pas rien. Deuxième film de la liste, un autre film, c'est Le Cousin de Alain Corneau. Ah, alors voilà, donc c'est le Ciao Pantin de Alain Chabat. La formule revient à chaque épisode, décidément. Donc c'est un polar réaliste rugueux où Alain Chabat et Tim Seat, donc deux comiques, se retrouvent dans des rôles 100% dramatiques. C'est super hard-boiled. Ouais. En fait, ça démarre par le suicide d'un policier. Et en fait, en gros, un de ses collègues qui récupère ses dossiers récupère aussi son cousin. Donc son cousin, c'est son indique. Donc le policier qui récupère le dossier, c'est Alain Chabat, et le cousin en question, c'est Patrick Timsit, qui joue donc un espèce d'escroc qui, tu sais, au début il a un petit côté sympathique parce que c'est un beau parleur, c'est un baratineur, mais on découvre qu'au fond c'est quand même un vrai voyou parce que voilà, c'est un type, il peut être vraiment violent, etc. Et t'as toute cette relation ambiguë qui se noue entre le flic qui essaie de faire son boulot, le cousin qui essaie de retirer des avantages du flic et qui l'aide quand même. Enfin voilà, t'as tout ça qui se met en place entre les deux, quoi. Et puis il y a un petit côté très authentique en fait. Il y a un côté très rugueux, quoi. Enfin vraiment, ouais. C'est un film très très rugueux, presque. Enfin justement, presque parfois un peu années 70. Enfin tu vois, t'as un côté, t'as un côté vraiment le polar à la dure sur le terrain, quoi. Je suis d'accord avec toi. Avec Clovis Cornillac aussi, je crois, dans le casting, il me semble, si je me trompe pas. À moins que tu confonds avec Samuel Le Bihan. Ah, Samuel Le Bihan, excusez-moi, Samuel Le Bihan, c'est vrai que... Mais tu as raison, parce que Samuel Le Bihan, on le voyait tout le temps à l'époque. Bah, c'était l'espoir. C'était le mec qu'on voyait tout le temps. Oui, c'est Samuel Le Bihan, c'est ça. Et Clovis Cornillac a pris un peu sa place de mec qu'on voit tout le temps, dans son créneau d'âge, enfin, en tout cas. Mais moi, j'ai rien. Écoute, Samuel Le Bihan, c'est bizarre parce que je peux pas dire que ce soit un grand acteur. Même il y a des rôles où tu vois la bête du Gévaudan là quand il. Oui, il le joue. Ouais, il le joue vraiment. Enfin, c'est n'importe comment. Mais il a une telle aura de sympathie en fait. Tu peux pas. Genre, c'est un vrai gars sympa et ça se voit. Et du coup, j'ai du mal à en dire du mal. Voilà, exactement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu t'engages Samuel Le Bihan, tu sais ce que tu vas avoir. T'auras jamais extraordinaire, mais ce sera jamais nul, quoi. Ça sera Samuel Le Bihan. Ce sera du Samuel Le Bihan, voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Non, mais tu vois, si t'engages Tchéky Cario, je sais pas. Tchéky Cario, c'est Serge Raboukine, tu vois. Tchéky Cario, ça peut vraiment être, peut partir dans tous les sens, hein. Là, c'est. On va peut-être avoir du Tchéky Cario, méfie-toi. Ah, mais j'aime bien Tchéky Cario, moi, dans le fond, tu sais. Bah oui, mais moi j'aime sa puissance nanerdeuse. Mais bon. Bah où est-ce qu'on va mettre le cousin? Le cousin, c'est un film compliqué. Ouais, c'est pas mal, c'est loin des meilleurs Alain Corneau. Enfin, je veux dire, on est très loin. Alors, je veux dire, disclaimer, Alain Corneau a réalisé un de mes films préférés de tous les temps. La série noire par hasard? Non. Ah, lequel du coup? Ah ben si je le dis, on l'a eu dans une liste et je compte bien le faire. D'accord, ok, bah alors pas de souci. Alors garde-le. Voilà, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Alors garde-le pour toi. Pour le moment. Ouais, mais je suis en train de regarder. Je le mets. Le cousin, tu vois. Par rapport à Doberman, tu vois, dans genre polar français. Je préfère regarder Doberman, mais parce que c'est plus que j'aime, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu de ça. Mais en même temps, c'est un film. Tu vois, je vois Donnie Brasco. Ah, mais c'est mieux que Donnie Brasco. Enfin, ouais, moi, c'est mieux que Donnie Brasco. Genre, et je trouve ça mieux que Chute Libre. Eh ben, écoute, ça me va aussi. Est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'Arachnophobia que tu as vu? Moi, je le mettrais au-dessus d'Arachnophobia. Ok, d'accord. Voilà. 37e meilleur film. 37e meilleur film. Voilà, exactement. Et puis alors le dernier film de sa liste,
C'est évidemment La Cité de la Peur d'Alain Berberian. Voilà, évidemment, La Cité de la Peur, donc le groupe des nuls qui sort de la télé pour le cinéma. Avec Disons que c'est leur film, c'est leur film, c'est leur comédie ultime. Ils en ont fait qu'un, et donc ça lui donne en plus une côté... C'est le film que tu ne peux pas regarder avec des gens qui connaissent le film, parce qu'ils te disent toutes les répliques une seconde avant qu'elles apparaissent à l'écran, et du coup ça gonfle très vite les gens qui n'ont jamais vu le film. Figure-toi que je l'ai pas vu en salle à sa sortie, mais par contre je l'ai vu le jour de mon bac. Et j'étais tellement stressé que j'ai pas imprimé toutes les blagues. T'étais stressé le jour du bac, moi c'était pas du tout mon état. Donc ouais. Et puis il y a toujours ce mystère O-D-I-L. Je comprends pas. Lido, une danseuse peut-être. Voilà, donc La Cité de la Peur, Voilà, ça c'est un exemple, c'est qu'on peut pas se retenir de... Voilà, on peut pas se retenir de dire les... Moi je suis ultra client La Cité de la Peur, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Gérard Darmon qui fait la carioca avec Chabat, les blagues paf pastèque, enfin tu vois, je suis ultra client. Et puis ne serait-ce que Red is Dead, qui est extraordinaire. Red is Dead à du Yuri, enfin t'as plein de trucs, plein de passages complètement débiles et à la fois super bien trouvés. Et un film avec Checky Cario. Oui, et un film avec Checky Cario, c'est vrai. C'est vrai. Je t'avais dit qu'il y avait avec Checky Cario, Eddie Mitchell aussi. Il y a Eddie Mitchell et Daniel Gélin. Et Daniel Gélin, exactement. Et Bakri. Et Bakri, exactement. Et Bakri. Genre, ils y sont tous, quoi. Mais chérie, plaie d'argent n'est pas mortel, enfin. Bon, voilà. Écoute, je trouve que c'est un grand film français et... surtout moi c'est une comédie française qui me fait vraiment rire, enfin je veux dire c'est une comédie, il va tellement à fond et moi au-delà de ce côté les répliques sont cultes et tout ça, parce qu'en fait tu peux être culte pour une génération entière, je pense que c'est un film qui survit complètement à l'épreuve du temps, et surtout par rapport aux comédies, et je pense surtout par rapport aux comédies des Inconnus qui étaient les rivaux des... je suis entièrement d'accord, les rivaux des nuls, c'est que ça se tient sur tous les segments du film, du début à la fin. Ça se tient, et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont assez proches des Monty Python. Il y a pas de moment vide, mais aussi ils bâclent pas la fin. Oui, c'est ça. Ça reste un film cohérent et regardable, quoi. Ça reste cohérent, regardable. Puis effectivement, t'as un registre d'humour qui est plus large en fait que les Inconnus à l'époque, et qui joue sur plusieurs tableaux, parce qu'effectivement t'as des vrais passages d'absurde pur, t'as des passages un peu scato, t'as des passages plus référentiels, enfin tu vois, t'as un registre d'humour qui fait que finalement les blagues sont pas répétitives, tu t'ennuies pas dans le truc, et ça dure pile ce qu'il faut, c'est bien rythmé et ça reste drôle jusqu'à la fin, quoi. Et puis alors, tu sais, il y a tout ce qu'on dit de l'esprit canal, mais c'est un moment où ils l'ont fait où l'esprit canal n'était pas encore l'esprit canal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça n'existait pas, c'est pas encore un monde qui se regardait tout le temps. Ils étaient, et du coup c'est justement ce film qui a un peu forgé un peu cette image. Faut dire aussi que les nuls, quand c'était arrivé à la télé, c'était les mecs, ils avaient foutu un grand coup de pied dans la fourmilière, etc. Et là ça commençait à être justement la fin de leur époque de domination, et justement la standardisation de l'esprit canal qui était devenu après l'esprit coke, tout simplement, par la suite, quoi. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Je te rappelle que Deniso, ne nous engageons pas. D'abord moi j'y étais pas, et Deniso a dit moi j'ai jamais vu passer un seul joint de toute ma carrière à Canal+. Non mais sérieux, il a dit qu'il avait rien vu, genre non mais sans déconner, quoi. Ah mais tu sais, entre ceux qui ne voient pas et ceux qui ne veulent pas voir, hein. Évidemment, tu veux pas être déçu. C'est ça. Écoute, La Cité de la Peur, je le vois quand même très très haut dans mon... Oui, moi aussi je le vois très très haut. Et je le préfère largement je le préfère à Bernie. Je préfère à Bernie. Je regarde les autres comédies, mais on n'a pas beaucoup. Pas beaucoup de comédies. Je préfère la Section Hero quand même dans le genre comédie. En plus comédie policière, je préfère comme la Section Hero que la Cité de la Peur, quoi. Bah écoute, si on le met juste au-dessous de la Section Hero. Écoute, moi je pense que voilà, il faut un choix ballsy, et c'est ce choix-là que nous faisons. Voilà. Donc la Cité de la Peur est très très bien classé quand même. Alain Chabat qui débarque à la 12e place. Alors c'est un film d'Alain Berberian, oui, précisons. Mais comme c'est la liste Alain Chabat, je pense que Alain Berberian a dû être un pilote automatique là-dedans. Oui, je pense que Alain Berberian, tu regardes un peu la suite de sa carrière, tu vois globalement effectivement c'est pas forcément sur lui que tout reposait. C'était pas des films très personnels, en fait. Non, c'est ça.
Bon, bah écoute, c'en est fini de la liste de Arnaud Sora. On le remercie beaucoup. Oui, très bonne liste, très bon choix. Et alors, écoute, tu sais quoi, je vais compléter avec des listes que j'ai eues qui englobent un peu celle-là, mais qui a eu des répétitions. Mais du coup, on va en profiter pour écarter quelques films. C'est une liste envoyée par Baptiste Degas et elle s'appelle Top 3 qui prouvent qu'on peut avoir du talent en étant nul. Et évidemment, il y a La Cité de la Peur. Il y a La Didier. Et il y a Wayne's World, puisque la VF est signée des nuls. Putain, c'est vrai, exact. Donc on va traiter Wayne's World. Merci Baptiste. Merci Baptiste, oui, Wayne's World. C'est la révélation en tout cas en France, parce que je connais pas bien sa carrière aux États-Unis, mais en tout cas en France, de Mike Myers à l'époque. Pas le tueur d'Halloween, hein, le comique avec les cheveux longs et la casquette. Et c'est un film. Moi, c'est un film qui me parle beaucoup parce que c'est l'histoire de deux débiles légers, hein, n'ayons pas peur les mots. C'est un peu l'histoire de nos vies. Qui, en fait, animent une émission musicale de la passion dans leur cave. C'est un peu une espèce d'ancêtre de Super Ciné Battle, sauf avec des débiles légers. Alors que nous sommes des personnes très bien, très cultivées et fort intelligentes, n'est-ce pas? C'est la principale différence. Eux, ils sont un peu concons. Eux, ils sont un peu concons et qui vivent de leur passion pour le rock'n'roll, en fait. Et du coup, ça, quand t'es un gosse des années 90, surtout début des années 90, où c'était la déferlante grunge, après la déferlante trash, c'est un truc qui, forcément, moi, qui me parlait énormément, quoi. Et c'est un film que j'aime beaucoup. Justement pour ça, pour cette proximité qu'il y avait, et puis pour cet univers déjanté, enfin la scène culte de Bohemian Rhapsody dans la bagnole avec tout le monde qui fait du headbanging à l'époque où j'avais des cheveux longs, enfin c'était un incontournable aussi, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est un truc qui nous marque. En plus, il y avait tout un sorte de, parce que faut dire un peu, le film s'organisait un peu comme si c'était des sketchs un peu. Oui, t'as ce côté-là, effectivement. Et du coup, c'était facile à répéter, et c'est pour ça que c'est devenu un peu le film d'une génération. C'est qu'on vraiment. Et puis il y avait Tia Carrère aussi. Ouais, et puis c'était adapté du Saturday Night Live, des personnages qui étaient dans le Saturday Night Live de Mike Myers justement. Voilà, oui, il y avait Tia Carrère, merci de le souligner. Oui, il y avait Tia Carrère, c'était quand même Et il y avait Lara Flynn Boyle aussi. Aussi, exactement. Voilà. Exactement. Écoute, j'ai des bons souvenirs de ce film. On parle de la VF. Bon. Moi c'est un film que j'ai beaucoup vu en VF forcément parce que la complexité de... Ah non, moi j'ai jamais vu en VF. Moi j'ai vu un tout petit peu, mais le truc c'est que c'est la complexité de faire de la VF sur un film d'humour aussi typé en plus. C'est vraiment pour moi ça a longtemps été Wayne's World Mega Tough, excellent. Enfin avant que je le voie en VO, ça a toujours été ça pour moi, tu vois. Donc effectivement la VF elle m'a beaucoup transpercé, on va dire. Beaucoup habité. Ouais, moi je suis plutôt team VO mais c'est pas ça rentre pas en compte dans mon jugement. Le truc c'est que c'est une comédie assez rigolote. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais. Non, quand même, si, il y a des passages chouettes et tout. Mais dans le genre comédie, quand même. Moi, j'aime le passage Scooby-Doo, moi, évidemment. Forcément. Mais je le classe pas trop haut, quand même, non plus. Ouais, moi, je trouve que The Mask est plus intéressant. Ah, moi, je préfère Wayne's World à The Mask, personnellement. Mais bon, après, tu vois, je le mettrais pas beaucoup en dessous, tu vois. À la rigueur, tu peux laisser The Mask. On peut le mettre juste en dessous de The Mask, en fait, si tu veux. D'accord, ok, d'accord. Ce qui est pas si mal pour une comédie de débile. Hein. Oui, parce que c'est quand même une comédie débile. Mais s'il y a bien une chose que l'amitié avec toi et Quix a prouvé, c'est que la débilité, ce n'est pas un rempart, tu vois. T'es con. Arrête, après, il faut que j'édite encore. Faut que tu supprimes toutes les choses que je dis de mal sur toi. Ouais, alors que moi, je dis, on a dit du bien de toi. Moi, je suis... écoute, allez, on s'en est fini de notre quota français, quoique, je ne sais pas, peut-être qu'on va en faire encore. Ah écoute, on verra. Et écoute, alors là, on va passer à une liste. On remercie Baptiste aussi. Merci Baptiste pour ta liste, oui. Et on va passer à une liste qui a été envoyée par un camarade Iggy d'Angleterre. Merci Iggy pour ta liste. Qui avait participé à l'épisode 0. Ah oui, exact, je me rappelle, tout à fait. Et alors, c'est tout de suite, on va changer de registre, c'est tout de suite haut de gamme. C'est l'esthétique des années 90, une délicatesse subtile et mesurée. Oh, dis donc, on dirait le nom d'une thèse. Ah oui, non, mais attends, c'est Iggy. C'est Iggy, ça ne peut que être de la qualité. Et on commence avec The Pillow Book de Peter Greenaway. Ah oui, The Pillow Book, exact. Est-ce que tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Ah, cool.
Je l'ai vu. C'est par contre, je me rappelle même plus du. Je me rappelle en fait de The Pillow Book. Moi, ce qui avait marqué, c'était pas tant l'histoire ou quoi que ce soit. C'était vraiment. J'étais fasciné par les images. Enfin, la façon. Beau, hein. La façon de filmer, c'est de filmer ses corps, parce qu'en fait c'est ça le grand truc du film, c'est que ça filme des corps calligraphiés, et toute la sensualité et le rapport aussi à l'art et au cérébral. Enfin, il y a un côté, une façon de filmer ça qui fonctionne vraiment, Qui est vraiment vraiment bien. sensuel, quoi. C'est Ouais. un film de Peter Greenaway, et alors, tu sais, d'habitude, je dis toujours cette phrase, genre, il a rien fait depuis. Je peux jamais dire ça parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui me disent, oh là là. Non, Il faut vérifier. c'est son film le plus marquant, ça c'est sûr. Oui, ouais, effectivement, c'est celui qu'on ressort, et je pense qu'on continuera de ressortir par la suite, quoi. Et il y a vraiment une notion de, c'est très charnel tout ça. En fait, ça se déroule sur plusieurs époques, et voilà. Et donc c'est quelqu'un, comment dire, il écrit, il fait de sa vie l'écriture, la calligraphie, et il mélange en fait les amants, la calligraphie. Il y a vraiment, c'est un très très beau film, quoi. Ouais, effectivement, c'est un très. Et C'est vraiment ça, c'est un film beau, torturé. quoi. Et un film torturé, c'est adapté très librement de Seishun Agon. C'est un des chefs-d'œuvre de la littérature japonaise. C'est aussi un des premiers livres de la littérature japonaise connue, quoi. C'est un livre qui date d'il y a plus de 1000 ans. Et ce qui était des anecdotes de cours, tu vois, c'était elle était elle-même dame de compagnie de l'impératrice, en fait. D'accord, je vois. C'est pas un récit concret, c'est-à-dire c'est plein de moments de vie. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, raconte des moments de vie. Dans mon souvenir, c'est très. Effectivement, c'est très. Enfin, ce qui est raconté, c'est très diffus, en fait. D'ailleurs, le film est traité en livre. Il y a des moments, c'est des chapitrages en forme de livre. C'est une manière très charnelle de faire de la littérature au cinéma. Ouais. Et c'est pour ça que j'adore ce film. Enfin, j'adore ce film. Et puis sur le corps, et sur le corps dans l'espace, la sexualité du corps, enfin la sexualité de la enfin il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film, sur son esthétisation, et je comprends pourquoi il a choisi ça. C'est parler de l'esthétique des années 90. Exactement. Où est-ce qu'on va le mettre? Ça mérite au moins la première moitié du classement. Ah ouais, c'est clair. Tout de même. Tu vois, moi je vois entre Dark City et Raison et Sentiment. Écoute, ça me va. Parce que je pense que c'est mieux que Raison et Sentiment. Et c'est aussi important dans l'esthétique que Dark City. Ouais, non, ça tu me sais, va. genre, oui, effectivement. Dark City a marqué aussi son tout à époque. Même si aujourd'hui, malheureusement, on n'y repense plus trop à Dark City, mais c'est vrai que il a une influence, une vraie. Enfin, il s'est placé au moment de pivot d'un point de vue esthétique, et rétrospectivement, il a une place très importante. Écoute, Pillow Book est rentré très très haut. Et deuxième film de sa liste, c'est Chungking Express de Wong Kar-wai. De Wong Kar-wai, oui. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu aussi, Chungking cool. Express. Mais écoute, c'est compliqué parce que ça... Je vais raconter l'histoire de Chungking Express. Oui, Est-ce que ça a un quelconque intérêt? Non, en fait, honnêtement... Ça se passe à Hong Kong, voilà. C'est des flics. C'est des flics, puis même au-delà des flics, c'est des gens qui vivent... dans une espèce de marasme ambiant, et qui essayent de vivre. C'est des flics dont on connaît pas le nom. Ils s'appellent par matricule. Et ils tombent amoureux de Faye, qui est jouée par Faye Wong. Ouais. Et de toute façon, d'une manière générale, honnêtement, les films de Wong Kar-wai, si tu t'arrêtes au scénario, l'histoire, c'est pas un film d'histoire, c'est un film de ressenti. De toute façon, c'est un réalisateur d'ailleurs qui, je sais pas si à l'époque c'était le cas, mais qui depuis est connu pour travailler sans scénario. C'est-à-dire que il travaille à vue, quoi. Là, normalement, il était en plein tournage d'un autre film. Et il a imaginé l'histoire. Il était sur les Cendres du Temps. Oui, d'accord. Et du coup, il a imaginé ça pendant ses moments de libre. Exactement. Et il leur a dit allez, venez, on va faire quelque chose. Et il leur disait le matin même ce qu'ils allaient tourner. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, exactement. C'est un film aléatoire, et j'imagine le nombre de rushs qu'il doit avoir. Et c'est la méthode Wong Kar-wai, et moi, Chungking Express, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, il y a un côté très étrange qui se dégage, le côté errance, solitude. Enfin, c'est très beau à regarder, c'est très désespérant.
Et en même temps, ça peut être tellement bizarre. Enfin, c'est un film qu'il faut voir. Et bon, c'est pas sûr que ça plaise forcément. Ah parce non, que c'est clairement un film qui divise parce que c'est un film qui n'a pas de. c'est un film- Il n'a pas de finalité en sens. il a pas de finalité. Ouais. Et puis, il y a les points d'accroche finalement pour le spectateur sont très maigres. Et en plus, si t'es pas familier avec Hong Kong, avec le cinéma chinois, enfin, je veux dire, c'est un film qui peut vite t'exclure. Mais quand t'arrives à rentrer dedans, parce qu'en plus, enfin voilà, le début des années 90, enfin en tout cas pour moi, c'était vraiment ma période HK où je regardais des films chinois à l'appel quasiment 24 heures sur 24. C'est un regard qui est vraiment vraiment intéressant sur cette ville et sur les gens qui vivent cette espèce de d'îlot, tu sais, accroché, surpeuplé, et tout le temps en mouvement. Enfin, il y a un côté là. Bah, je le fais pas souvent, mais je vais citer du Alain Souchon. Mais tu vois, Enfin, moi je suis pour citer du Alain Souchon. ah mais je suis voilà, pour. Alain Souchon j'aime beaucoup, c'est attention révélation, mais c'est vraiment la fourmilière pour ceux qui connaissent la chanson d'Alain Souchon. Tu retrouves vraiment ça en fait, ce côté-là dans Checking Express quoi. Un peu l'anonymat dans une grande ville. Voilà, ouais, exactement. Je vois ce que tu veux dire. Écoute, moi je pense que c'est pas le meilleur film de Wong Kar-wai, mais c'est clairement un où tu vois clairement son style se former presque Pour moi, devant tes yeux. Quoi. Pour moi, je sais pas si je pense pas que ça va être mon préféré non plus, mais c'est Oh non, dans le top pour moi parce que c'est là finalement, parce qu'après ce que je trouve c'est qu'il a réussi il a réussi. Non, justement, je trouve qu'il s'est perdu justement dans ses propres errances de son style. Et là, Checking Express, je trouve que c'est le moment où ça fonctionne encore vraiment. Ah non, il est encore super frais là. Vraiment super bien quoi. Où est-ce que tu le verrais? Parce que c'est compliqué à Chungking juger Express. Chungking Express. Parce que je peux pas te dire que je peux pas te jurer que que je préfère le voir à Oui. Sin Advocacy, quoi. Attends, où est-ce qu'on a mis à Sin at the Sea? Je l'ai perdu de vue. 35e. Enfin, 36e maintenant. 36e. Par contre, ce qui me fait chier, c'est c'est de le voir en dessous de Doberman, tu vois. De voir quoi, Chungking Ouais, Express? Checking Express en dessous de Doberman. Même si j'adore Doberman, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Bah Il y a un écoute, côté- je te propose de le mettre juste au-dessus de Doberman. Ok, alors juste au-dessus de Doberman, moi ça me va. D'accord. Sous les ailes de l'enfer. Ouais, mais les ailes de l'Express, c'est particulier dans notre Ah, cas. mais les ailes de l'enfer, c'est les ailes de l'enfer. Parce que dans Checking Express, il n'y a pas Danny Trejo qui se fait découper en deux par une hélice d'avion. Il y a pas beaucoup de choses dans Chungking Express. Mais en tout cas, moi, c'est un film que je recommande pour ceux qui aiment Hong Kong en tant que ville, en tant que d'un point de vue urbanisme et cinéma. La photo est extraordinaire. Il y a un truc vraiment fascinant dedans. Et puis il y a la jolie Fei Wong qui rappelons-le était connue avant de chanter le générique de Final Fantasy VIII. Là, ça c'est vraiment la référence. Ah bah c'est comme ça que l'a découvert la majorité des gens, quoi. Enfin en tout cas en Occident. Écoute, enfin en tout cas pour les gamers. Oui, c'est ça en tout cas pour ces gens-là. Alors écoute, et il reste encore un film de la liste de Iggy qui est Bram Stoker's Dracula. Ah, Bram Stoker's Dracula. De Coppola. De Et on n'a Francis pas Ford Coppola. dire qu'on a fait beaucoup de Coppola. Voilà, et Coppola, alors moi c'est un film que je trouve très intéressant, déjà parce que derrière ce film il y a un projet, c'est-à-dire que au début des années 90, les films de monstres ça n'intéresse personne. Et ouais, il a clairement remis les vampires Voilà. sur l'échiquier des vampires. ça n'intéresse personne. Les en tant vampires que film c'est pareil. sérieux. Voilà, en tant que film sérieux. Et derrière ce film, en fait, il voulait à la base réaliser, pas réaliser, produire simplement, en fait, toute une série de films de remake en fait sur les films de monstres classiques. Donc il devait y avoir le loup-garou, Frankenstein, etc. Toutes les créatures classiques devaient être revisitées sous la houlette de Coppola. Et c'est un projet qui a eu beaucoup de mal à monter. Enfin, de toute façon, c'est un peu l'histoire de Coppola de manière générale. C'est un type bourré de talent et personne voulait de ses films. Et du coup, en fait, la seule façon de monter ce projet-là, c'était de réaliser le premier film. Donc, il s'est attaqué à la réalisation de Dracula, de sa version de Dracula, et qui donne un film extrêmement baroque. Je crois que c'est vraiment le terme le plus. C'est le baroque à son maximum. C'est le baroque à son maximum. Enfin, c'est très théâtral, très baroque et les costumes sont fous. On dirait c'est un film, on dirait un rêve érotique tout le temps. Oui, quoi. c'est vraiment un espèce de rêve éveillé. C'est à la fois aussi très romantique au sens presque primaire, c'est-à-dire que t'as une espèce de romantisme absolu dans tous les personnages, à la fois chez Keanu Reeves qui joue le jeune homme qui va chez Dracula et qui après revient en Angleterre, chez Dracula lui-même, chez Winona Ryder. Enfin voilà, il y a
tous les personnages se meuvent avec un espèce de romantisme absolu, fou, complètement hors de la réalité, qui est assez étrange, quoi. Et c'est ça qui est la principale modification du prisme de Dracula, c'est qu'avant, Dracula était perçu comme un ennemi un peu parfois grotesque. Enfin, je pense, tu vois, genre les Christopher Lee, l'imagerie de Bela Lugosi. Et là, tout d'un coup, ça devient super sensuel. Voilà, et c'est marrant parce qu'il garde les deux aspects, c'est-à-dire que la transformation bestiale de Dracula dans ce film-là, c'est une vraie bête, c'est-à-dire que c'est une espèce de bête immonde, quand il y a des hectolitres de sang qui sont versés, et à la fois, effectivement, quand il a les traits de Gary Oldman jeune, c'est une créature extrêmement raffinée, extrêmement séductrice, extrêmement sensuelle, et t'as sans arrêt ce jeu d'opposition, répulsion, attirance qui tout le long du film, même dans la mise en scène, etc., et qui donne cette nouvelle lecture du personnage qui est assez intéressante, quoi. Il faut dire aussi de la manière dont ça a été fait. Alors il faut que je dise un truc. Quand je suis sorti la première fois du film, c'était dans le début des années 90, donc c'était quoi, 92 92, ouais, c'est ça. Ouais. Je suis sorti de la salle, j'étais perplexe, quoi. C'était pas un film pour moi. Ouais, la personne que j'étais en 92, mais aujourd'hui, c'est un film que j'adore revoir. Ouais. La qualité de ses décors, la rudimentarité, la musique, la rudimentarité des effets spéciaux. Ils auraient pu faire des effets en images de synthèse ou quoi que ce soit, et eux, ils ont essayé de faire ça le plus low-key possible. Et tu sais, avec des effets de caméra, de perse et des choses comme ça. Ou bien avec des décors. Des effets de transparence aussi à l'ancienne. Enfin, je pense aux scènes du bateau, par exemple. Qui sont, où tu vois vraiment, et je pense que c'est assumé le fait de le faire en transparence à l'ancienne, c'est limite dans un bac à eau, tu vois, mais c'est utilisé avec une photo aussi qui est très qui est tout sauf naturelle, c'est-à-dire que les rouges sont très contrastés, quand l'utilisation du bleu aussi en opposition qui est très fort, t'as un côté voilà, baroque, tout simplement, on l'a déjà dit. Non, c'est un film extraordinaire. C'est un projet esthétique aussi, il y a un côté et c'est toute la démesure de Coppola justement dans cette mise en scène, dans ce projet-là. Alors parfois c'est un film, il y a des séquences qui fonctionnent, je trouve, moins bien que d'autres, mais t'as une telle envie de faire du cinéma. Il est un peu inégal, mais tout le monde est dedans, ils ont l'air de tous jouer à fond. Il y a il y a Winona Ryder au sommet de sa beauté. Oui, et c'est vrai qu'il y a Monica Bellucci. Il y a Keanu Reeves au sommet de son sex appeal. Il y a Anthony Hopkins. Le truc qui était pas gagné, c'était Gary Oldman, quoi, dans le rôle de Dracula. De Dracula, parce qu'il a un côté... tu verrais pas Gary Oldman. Le truc, c'est plutôt le genre de prendre Christopher Lee, et non, il est allé au contraire de... Oui, il allait tout à fait au contraire. Et c'est un film qui a pour le coup relancé la mode du vampire au cinéma, et après tu en auras des tonnes sur des variations différentes, mais c'est vraiment à partir de là qu'ils ont recommencé à faire des films de vampires, à partir de celui de Coppola, quoi. Et puis bon, beaucoup de gens ont craché sur Keanu Reeves, qu'on voit... j'ai pas l'impression qu'on le voit tant que ça, mais c'est vrai qu'il est pas très... C'est pas un très bon acteur, Keanu Reeves, mais... il a assez, comment dire... il joue l'anglais, et il a un très très mauvais accent anglais. Il joue l'anglais, puis il joue l'anglais interloqué. Alors, Keanu Reeves interloqué, déjà, tu vois, c'est... t'imagines la gamme de... C'est pas... Tu sais quoi ? Je pense que c'est un mec qui donne énormément de lui, et il a besoin de donner énormément de lui, parce que son résultat est moins bon que les autres. Et ça se voit, en fait. Ça se voit. Et heureusement qu'il donne beaucoup de lui-même. Mais bon, le film repose pas que sur lui. Enfin, je veux dire, il est qu'un pion sur l'échiquier de Dracula. Exactement. Le rôle de Winona Ryder est tout aussi important. Et même plus important, le rôle de Winona Ryder. Elle joue Mina Harker. Ouais. Ouais, on va te dire assez haut quand même. Ah oui, quand même, Dracula, ouais, quand même assez haut. Moi, je le mets au-dessus des Nerfs à vif. Tu vois, qui est aussi un film baroque à son sens, les Nerfs à vif. C'est marrant, c'était quand tu y repenses, c'est deux réalisateurs qui vont à fond dans le baroque dans les années 90. Moi, je le mets au-dessus de L'Antre de la Folie, moi. On peut le mettre au-dessus de L'Antre de la Folie, ça me choque pas. Je préfère L'Antre de la Folie, mais ça me choque pas de le mettre au-dessus. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, ça te choque pas. Et puis, je t'ai pas demandé beaucoup. Et tu sais, il y a plein de gens qui disent, oh là là, tu te laisses faire et tout. Attends, je te laisse beaucoup jouer dans le bac à sable, quand même. Écoute, c'en est fini de la liste d'Iggy. On va remercier Iggy. Très bonne liste, très bonne thématique. Ouais. On va faire quelques films de vampires. Voilà, quand j'ai dit qu'elle avait une tétrachine dans les années 90, je pense que ça va se confirmer là. Et alors, écoute, c'est une liste qui nous a été envoyée par Widar.
Et c'est Merci, une liste Widar. qui s'appelle Spectre, l'interprétation du vampire au cinéma durant les années 90. Ah, et je pense qu'il est assez large, ce spectre. Voilà. Et le premier film est Entretien avec un vampire. Ah, bah voilà, Entretien avec un vampire. Et ben ça, c'est Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater. Enfin, un casting genre Putain, je 5 suis étoiles. impressionné que tu arrives à me ressortir le casting comme ça dans l'ordre. Si, bah alors c'est un film justement qui est important aussi dans le. Parce qu'il faut que je répète aux gens, toi tu prépares rien. Non, moi je prépare ouais. pas grand chose parce que je suis un peu flemmard, mais moi je prépare juste la liste, mais toi tu prépares rien du tout, je te prends toujours par surprise. Mais je l'ai retenu parce que c'est un des arguments, c'est-à-dire que après le choc Coppola, bah, Hollywood a commencé à produire des films de vampires un peu dans tous les sens, et Entretien avec un vampire, c'est genre le film de vampire 5 étoiles. Avec un casting de stars, voilà, enfin vraiment, et c'était vraiment le gros truc. C'est toutes en plus c'est jeunes stars, c'est-à-dire que bah t'avais Tom Cruise, t'avais Brad Pitt, enfin tu vois, t'avais un espèce de côté les ultra beaux gosses qu'on réunit ensemble à l'écran. Et c'est un film qui est important dans la représentation du vampirisme au cinéma, parce que justement il continue sur le côté romantique et comment ça s'appelle, et sexy de Coppola, parce que voilà, avec des très beaux acteurs, des acteurs très jeunes, et en même temps les vampires, on nous les prend comme des créatures manipulatrices qui opèrent dans l'ombre, comme des prédateurs, pas comme des bêtes. Enfin tu vois, t'as un côté t'as encore un autre regard sur la créature, et qui va devenir finalement par la suite le regard dominant, c'est-à-dire la créature de la nuit qui manipule le monde à ses propres desseins, quoi. Bah, que répondre à tout ça? Voilà. Que répondre à tout ça? Il y a un truc que moi je trouve très important. C'est un film très important dans la filmo de Tom Cruise, puisque c'est quand même un film où il est condamné à être vampire, et donc éternellement beau. Éternellement beau, éternellement jeune. Éternellement jeune, et ça en dit long sur cet acteur. Et écoute, je trouve ça... Et en fait, c'est Anne Rice qui adapte son propre roman. Et c'est assez particulier, donc du coup elle savait vraiment ce qu'elle voulait, et il semblerait que elle avait pensé à Alain Delon au début dans le rôle de Tom Cruise, ce qui est le meilleur cadeau, et à la exactement fois, ouais. Voilà. C'est un film qui a été taxé un peu d'homophobie, parce que tu sais, bah, ils sont quand même, enfin c'est quand même des prédateurs. C'est les prédateurs, ils sont apprêtés, ils aiment le monde de la nuit. Ouais. T'avais tous les clichés, effectivement, enfin, en tout cas, tous les clichés qu'on mettait sur les homosexuels à cette époque-là. Mais en le revoyant, c'est plus les gens qui projetaient des clichés, qui imaginaient qu'une démarche du film, parce que, enfin. C'est pas un sous-texte évident. Tu peux le lire, mais c'est comme lire l'homosexualité de Batman et Robin. C'est genre, non, c'était pas dans le texte, c'est toi qui te l'imagines. Ouais, et après, il y a Schumacher qui t'aide, mais ça, c'est autre chose. Non, mais voilà, non, là, je pense que c'est plus effectivement une mauvaise projection qu'une lecture inconsciente même une lecture inconsciente du film. Enfin, je pense que c'est vraiment, c'est hors de propos dans ce cadre-là, quoi. C'est pas un film que je reverrai avec bah, en fait, je suis un peu dérangé par Kirsten Dunst dedans. Oui, bah c'est ouais. Mais en fait, moi c'est paradoxal, parce que c'est un film important pour le vampirisme, et bah, pour Tom Cruise et même pour Brad Pitt, etc. Mais j'ai toujours préféré regarder le Coppola, parce que le Coppola déborde tellement d'idées, en fait. Tellement de trucs. Là, c'est quand même beaucoup plus plan-plan. Bah, c'est plus appliqué. Plus académique. Plus académique. Et alors, c'est réussi, parce que ça reste un bon film. C'est réussi, c'est un bon film, mais il manque peut-être cette espèce d'énergie que t'as chez Coppola, cette espèce de folie, enfin, genre, qui fait que le Coppola. Le flashback de Dracula est extraordinaire. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi je préfère toujours le Dracula de Coppola, parce que voilà, il y a un côté, j'ai envie de faire du cinéma, rien à battre, quoi. Donc ça va aller moins loin que Dracula, c'est ça. Alors du coup, est-ce qu'on peut le mettre est-ce qu'on peut le mettre, hein, je regarde. Je préfère regarder Face Off quand même. Tu préfères regarder Face Off? Ouais, après je préfère regarder Face Off à beaucoup de choses, mais Face Off, donc le film que tu voulais mettre. Pardon, Face Off. Merde, pourquoi j'ai dit Face Off? Le Con Air. Ah oui, donc je me disais c'est. Ah, je trouve ça peut-être un peu injuste avec. Ouais, c'est vrai que passer sous Street Fighter, c'est un peu dur. C'est un peu dur, ouais.
Bah écoute, je vois les nerfs à vif, raison et sentiment. Ouais, je pense que ça peut être pas mal là-bas. Écoute, sous raison et sentiment. Ouais, entre les nerfs à vif et raison et sentiment, je pense que c'est la bonne place. Merde, les nerfs à vif descendent encore, tu t'en rends compte? Il va falloir changer. Ah ouais, les nerfs à vif, c'est un Scorsese mineur quand même. Ça, je suis d'accord, ouais. Ouais, donc, c'est pas un mauvais film, c'est pas ce que je dis, mais quand même, surtout dans les années 90, non, mais Scorsese, surtout, ouais. il y a quand même moyen d'avoir d'autres discussions. Alors, le deuxième film de la liste, c'est Blade. Blade, un vampire noir, ciel, mon mari, c'est possible. Et j'aime autant dire que Blade est un film très important. Parce que pour plein de choses, pour moi, c'est le film qui a réamorcé les super-héros au cinéma. Oui, c'est un peu effectivement... Parce que les gens disent X-Men, mais Blade était encore avant. Bah, surtout Blade, c'était le bon argument pour eux parce que c'était un personnage qui était pas aussi connu que les X-Men, qui avait pas l'aura, donc avec lequel ils pouvaient se dire, enfin, tu vois, ils se dire, bon, on essaie, on va voir si la sauce prend ou pas, tu vois. Et c'est un film, donc Wesley Snipes qui joue le diurnambule, donc Blade qui est la mi-vampire, mi-humain. Et qui en gros lutte contre Steven Dorff, qui à l'époque était aussi la grande star. Voilà, qui était la grande star, la valeur montante. Qui était promis à une grande carrière, mais voilà. Bon, mais finalement plouf. Elle s'est explosée. Mais attends, mais il peut revenir Steven Dorff. Hein. Je veux dire, si Robert Downey Jr. est revenu de sa carrière des années 90, je veux dire n'importe qui peut revenir. Ou Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, ouais, ça c'est peut-être le comeback le plus hallucinant. C'est improbable. Si un jour vous avez dit ça. Et donc voilà, Blade qui est aussi doué en arts martiaux et qui découpe les vampires avec son katana dans des douches de sang. Peut-être pour moi la meilleure scène du film, ça reste quand même la scène du début dans la boîte de nuit où Tracy Lord, donc actrice porno, traîne une victime. D'ailleurs, pour les amateurs de The Shield, la victime, c'est Curtis Lemansky, le personnage de The Shield. C'est ça, le film que t'as revu et t'as fait « Ah, mais c'est lui !» Oui, exactement. Et donc, elle traîne une victime dans une boîte de nuit, et d'un seul coup, t'as tout le monde qui lève les mains et qui crie « Bloodbath, Bloodbath, Bloodbath !» Et puis là, t'as littéralement des douches de sang qui inondent le truc, et t'as le type qui se fait agresser par les vampires avant que Blade vienne casser des culs à grands coups de latte. Et c'est pour moi la scène la plus réussie du film, quoi. Écoute, ouais, et puis c'est Wesley Snipes à l'époque où il avait encore de la... Où il avait pas fait de la tôle déjà. Et je pense, et alors ça c'est indéniable, que c'est la meilleure production de Goyer. Oui, c'est vrai que c'est Goyer, ouais. Ouais, genre... Mais c'est Goyer à l'époque. Enfin, Goyer à l'écriture. À l'écriture. Et c'est peut-être à l'époque. Il faut dire que Goyer, c'est quand même le mec qui a merdé tous les films d'ici à part la suite, quand même. Ouais. Genre, tu sais, ils se sont dit, ah, on a vu Blade Trinity, qu'il a réalisé Blade Trinity. Oui, il a réalisé, tout à fait. Ils se sont dit, ouais, je pense que lui, on va lui dire, vas-y, écris-nous Man of Steel, écris-nous Batman versus Superman, enfin, genre, quelle erreur, ce mec, quoi. Comment ça a pu basculer là-dedans, quoi. Et il faut dire que Blade est un personnage Marvel, hein. C'est un personnage Marvel. Il est apparu dans les pages du comics Dracula de la Marvel. Le Dracula de la Marvel est très différent, il est très rigolo. Il est très rigolo. Enfin, moi je l'adore en tout cas. Et du coup, ouais, c'est une vraie adaptation de BD, quoi. Et ça se sent en termes d'écriture. Oui, puis même en termes d'esthétique, parce que t'as un esthétique qui veut se rapprocher du comic book. Enfin, t'as vraiment un côté. Puis la musique, la musique techno. La musique techno, etc. Ouais, c'est pour toi jeune. Ouais, c'est clairement ça. Et écoute. Je préfère les ailes de l'enfer, je te le dis tout de suite. Ah, je préfère les ailes de l'enfer. On est d'accord. Je vois dans le tas. Ouais, je préfère quand même regarder ça à Independence Day. Je préfère Blade à Independence Day, tu vois. Blade Independence Day me fait rire. Hein. Blade aussi, il me fait rire. Bon, juste au-dessous de Denis Brasco. Attends, Blade, il me fait rire, ne serait-ce que pour la scène où Steven Dorff, donc, qui se voit comme héritier de Dracula, sort en plein jour avec de la crème solaire pour parler à Blade. Rappelle-toi de cette scène. Ok, d'accord. On le met au-dessus de Didier. Voilà, tu vois, je te l'ai vendu. Au-dessus de Chute Libre, même. Non, quand même, Chute Libre. Le début de Chute Libre est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que le premier tiers est vraiment très bien. Donc, du coup. Ouais, Blade, juste au-dessus de Chute Libre, mais au-dessus de Didier. Je savais pas qu'un jour on dirait cette phrase. Et le dernier film de la liste de Ouida est Une nuit en enfer.
Ah, Une nuit en enfer. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Robert Rodriguez avec Quentin Tarantino. Robert Rodriguez, à l'époque, il give a shit. Il s'intéresse encore un peu à ce qu'il filme, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Avec Salma Hayek, avec Danny Trejo, avec George Clooney, avec Harvey Keitel, avec Juliette Lewis. Salma Hayek. J'ai dit Salma Hayek, il me semble. Ah, pardon, déjà. excuse-moi. Ah, c'est le point le plus important. La danse de Salma Hayek, c'est quand même le point de pivot du film. C'est là où le moment où le film bascule. Enfin bref. Et effectivement, c'est Robert Rodriguez qui filme un espèce de western je pense que c'est grâce à cette danse qu'elle est devenue. Oui. Elle s'est mariée à François-Henri Pinault. Exactement. Mais d'ailleurs, on doit dire merci à Robert Rodriguez parce qu'entre ça et Desperado, c'est quand même lui qui nous a vendu Salma Hayek dans ses grandes heures, quoi. Ouais. Et au moins, c'est pas. Tu vois, c'est pas. Ah merde, que je confonde pas. Comment s'appelle l'autre hispanique, mais qui... Jennifer Lopez, qui était premier à grand à venir, et puis finalement. Finalement. Ouais, bon. Tu me diras, la carte cinématographique Salma Hayek, c'était pas non plus. Ouais, mais quand même. Non, on peut pas comparer les deux. Non, c'est pas possible. Mais ouais, moi j'aime beaucoup Une nuit en enfer. Enfin, c'est un film qui part dans tous les sens. C'est un film absurde. C'est absurde, c'est débile, c'est super violent. Si tu ne sais pas de quoi ça parle, tu vas être surpris. Voilà, le film bascule dans n'importe quoi. C'est ça en fait. Enfin, le point de départ, c'est les frères Gecko, donc Tarantino et George Clooney. Donc déjà, Quentin Tarantino, c'est le frère de George Clooney. Déjà, de base, le pitch est assez osé. Mais c'est Quentin Tarantino qui joue son personnage de la télé, tu vois. Voilà, exactement. Il est en référence, il y parle de lui-même. Et c'est des voyous, et ils prennent en otage une famille, donc la famille d'Harvey Keitel, et fuient vers le Mexique. Et là, une fois qu'ils ont passé la frontière, manque de bol, le bar dans lequel ils se réfugient, c'est un bar à vampires. Voilà. Et à partir de là, tout dégénère. Et ça part en vrille. Et puis, c'est un scénario de Tarantino en plus. Oui, il a écrit complètement, je sais, ou il a juste participé, je sais plus exactement. Je crois qu'il a écrit le. Ah, c'est fort possible. Il a écrit complètement le script. Mais après, tu sais. En même temps, t'as tout le côté méta. Ouais, c'est un film de vampire qui sait ce que c'est que les vampires. Le film fait pas mal penser à La Horde sauvage aussi, par plein d'aspects. Je veux dire, la baston finale dans le bar, de l'autre côté de la frontière de Mexique, enfin, moi, me fait toujours penser, quand même moins bien, parce que La Horde sauvage, c'est quand même un chef-d'œuvre absolu, mais t'as un vrai côté référentiel à La Horde sauvage, quoi, cette espèce de folie des corps déchiquetés que tu retrouves et qui, je pense, est tout sauf un hasard venant de Tarantino. C'est un film qui est devenu par la suite un culte, quoi. Il y a vraiment il y a eu des suites avec Robert Patrick qui sont en direct ou DVD. Il y a même une série actuellement, je crois, qui est toujours en diffusion, qui a lieu actuellement, quoi. Moi, je t'avoue, j'ai un affect particulier pour ce film-là, quand même. Je comprends. C'est très, très les ailes de l'enfer comme plaisir. Oui, t'as un côté, voilà, c'est pas très, très intelligent, hein, mais c'est jouissif, quoi. Il y a un côté, on en fout partout, on se marre, quoi. Je préfère regarder ce film-là à Entretien avec un vampire. Écoute, moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais où est-ce qu'on le met ? Je le mettrais quand même sous Dark City, tu vois. Je peux pas le mettre Dark City Misery, tu vois, ça reste quand même plus fort. Mais je le mets, on le met au-dessous de Raison et Sentiment, ce qui est très paradoxal. Mais il y a une certaine logique derrière, je crois. Je pense aussi. Voilà. Ça y est, c'est rentré, c'est à tout jamais. À tout jamais, voilà. Entretien avec un vampire. Une nuit en enfer se trouve entre Raison et Sentiment et Entretien avec un vampire. Voilà. On remercie Ouidar. Merci Ouidar, exactement. Très bonne liste. Comme je t'ai dit, je pouvais pas ne pas fusionner. Alors, on a Choi qui nous a envoyé. Merci Choi. Et Le Chat Magique qui nous a envoyé aussi des listes basées. Il y a Une nuit en enfer, il y a Blade, il y a aussi un autre film en plus, et donc un film de vampire, donc on va rester un petit peu sur la thématique vampire. Ah voilà, écoute l'épisode 11 sur l'épisode des vampires. Voilà. Et ce film, donc envoyé par Le Chat Magique et très bon pseudo. Ouais, n'est-ce pas? C'est Vampire, justement. Ah, Vampire de John Carpenter, on y revient. Et est-ce que t'es pas content, là? Ah, mais si, je suis très content, parce que pour moi, Vampire, c'est son dernier bon film. Je dis pas son dernier
chef-d'œuvre, mais c'est son dernier bon film. C'est l'histoire d'un groupe de chasseurs de vampires qui sont payés en loose day par le Vatican pour faire le ménage. Et Carpenter revient à son amour du western, parce que c'est vraiment ça, c'est un western avec des vampires, avec un casting de gueule cassée. Dans le rôle principal, c'est James Woods qui s'en donne à cœur joie en cuir avec les lunettes. Enfin, t'as un côté, t'as un espèce de truc vraiment très. Il y a un très très roublard. Ouais, très roublard, des brigands, enfin voilà, avec des punchlines et tout. Mais c'est un film que je trouve où Carpenter arrivait encore un peu à y croire. C'est après Escape from LA, après l'entre de la folie et tout. Et pour moi, c'est une bonne série B. Il y a des passages que je trouve vraiment super réussis, d'autres beaucoup moins. Genre tous les passages avec le frère Baldwin qui est vraiment pas du tout dans le film, enfin voilà. Mais tout le côté face à face, enfin la scène du début par exemple où tu vois la première track où ils sortent des maisons avec des pieux tractés par le treuil du 4x4 et tout, c'est super bien fait et tout. Donc voilà, c'est une bonne série B, c'est un film bien emballé, et c'est encore un bon Carpenter. Le dernier, bon, à cette époque-là, on savait pas que ce serait le dernier, on avait encore des espoirs. Mais je crois que lui-même, il en avait plus rien à foutre à ce moment-là. Ouais, mais je crois, non, mais lui, de toute façon, enfin, le tournage de Escape from LA avait été tellement horrible sur tellement de points que il était déjà cassé à ce moment-là, et puis. Ouais, et là, il a fait OK, d'accord. Il a fait OK, mais. Voilà, Vampire, c'est un film qui se savoure bien. C'est pas un grand chef-d'œuvre, mais c'est un film qui est chouette, quoi. Eh ben écoute, où est-ce que tu vas mettre ton film qui est chouette ? Mon film qui est chouette. Est-ce que tu préfères regarder Entretien avec un vampire ou Vampire ? Alors comme c'est Carpenter, j'ai forcément une affection pour Vampire. Tu as remarqué que From Dusk Till Dawn et Entretien avec un vampire sont juste à côté. Oui, j'ai remarqué. Mais je mettrais quand même en dessous parce que je crois que je préfère quand même Les Nerfs à vif. D'accord. Moi, je le mettrais entre Tati Daniel et Les Nerfs à vif. Il y a Vampire. Je trouve qu'il y a un côté, côté logique là-dedans. Dire que pas loin, il y a Piège à Hong Kong. Et Street Fighter. Écoute, Vampire. Bon, on remercie Choi. Merci on Choi. remercie aussi... Le chat magique. Le chat magique. Bah, quelle bonne mémoire tu as. Ouais, t'as vu ça ? Bah attends, des gens avec des bons pseudos et des bonnes listes, je retiens. Ah mais attends, puisque j'en avais noté plusieurs, François Mérès aussi avait envoyé une liste avec Blade, Entretien avec vampire, Dracula. Donc voilà, merci François Mérès. On a couvert un peu les vampires. Voilà, les vampires des années 90. On a encore le temps de faire une liste ? Bah évidemment Daniel, on a le temps, attends. Parce que déjà, on est chaud. Ils ont fait, oh là là, j'ai pas eu le temps de finir mon footing. Oui, vas-y, on nous engueule. Non, faut qu'on fasse une liste de plus. Là. Si on va se faire engueuler, là, ça va pas être possible. Écoute, je pense qu'on va... Ça, c'est bien comme dernière liste. C'est comment perdre le respect de la Terre entière en un film. J'aime beaucoup le titre. C'est une liste qui nous est envoyée par Kay Young, qui, je crois, avait déjà eu une liste classée. Donc c'est sa deuxième. Et, je crois, pardonnez-moi si je retiens pas de tout. Surtout, je tiens à rappeler que je viens juste de rentrer du Japon et je suis en décalage horaire le plus total. Donc, je devrais être couché alors pour moi, il est 9h du matin. Là. Désolé pour cet aparté perso. Donc, cette liste, comment perdre le respect de la Terre entière en un film, commence par... alors, il y a Batman et Robin qu'on a traité. Ah, on a traité déjà. Et Batman et Robin qui est assez bien classé par rapport aux attentes, finalement. Par rapport oui, tout le monde pensait qu'on allait le détruire. Il est quand même au-dessus des évadés, c'est le principal. Le vrai scandale, c'est qu'il est au-dessus de Hook. Ça, par contre, il y a un vrai problème. Ah, tu sais, il y a aussi les anti-Hook qui m'envoient des messages en disant « Ouais, trop bien, faut le pulvériser, Hook. » Vous savez quoi ? Papa, il a beau le détruire, Hook. Franchement, ça peut pas être pire que ce que fait Spielberg. Spielberg lui-même. Spielberg lui-même, c'est le film qui relate. Bon, allez, passons à cette liste. On commence par Waterworld avec Kevin Costner. Oh putain. Qui est quand même un sacré morceau de... Oh putain, alors Waterworld, c'est un film, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant parce que c'est un oui, je crois que c'est intéressant, c'est exactement le mot que j'aurais employé. Non, c'est intéressant à plusieurs titres parce que c'est un film de Kevin Reynolds, donc il faut savoir que Kevin Reynolds à l'époque, c'était le mec qui avait fait le Robin des Bois avec Kevin Costner, donc c'était quand même genre... On y reviendra, voilà. Vous inquiétez pas, on va pas le louper. Et c'était un gros succès au box-office, enfin voilà, c'était quand même l'association magique du moment.
Kevin Costner, c'est le moment où justement il se sent plus touché sol, c'est-à-dire que il sort du Danse avec les loups. Il sort de Danse avec les loups. Immense succès critique, immense succès aux Oscars, immense succès populaire parce que il a fait je sais pas combien de millions d'entrées. Enfin, genre et Kevin Costner du coup là, il est on top of the world et il se dit je vais faire ce que je veux. Moi, je veux faire n'importe quoi et c'est exactement ce qu'il fait avec Waterworld. Il fait n'importe quoi. Je peux faire des trucs ambitieux sur ma personne, voilà. Exactement. Et l'idée, c'est. Et ça a l'air prétentieux de dire ça, mais je crois qu'il était vraiment, il avait clairement un grain à ce moment-là. Non, mais je pense que, enfin, tu vois, t'as des parcours d'acteurs, enfin, c'est comme Will Smith aussi à une époque, c'est à un moment donné, ils étaient tellement au-delà du truc que finalement, ils avaient plus de lucidité pour choisir leur projet. Et Waterworld, c'était à l'époque où il était le film le plus cher de l'histoire du cinéma. C'est Mad Max sur l'eau, hein, voilà, globalement. Ça devait être 100 millions de dollars, mais en fait, ça a doublé. Ça a doublé parce que, en fait, alors, l'un des partis pris, et on peut le saluer, c'est que en fait le film se passe principalement sur une espèce de plateforme où vivent les survivants, et cette plateforme-là, ils l'ont construit en dur, c'est-à-dire que c'est un vrai décor en dur, ils ont tourné au milieu de l'océan, etc. Le décor, il s'est fait embarquer par des tempêtes à répétition. Finalement, tourner en plein milieu de l'océan, c'est un peu compliqué pour amener les gens, le matériel, la bouffe à midi, la bouffe, enfin voilà. Du coup, les mecs, ils sont partis dans un trip. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, ce genre de film coûterait rien parce qu'on vous foutrait des fonds verts. Voilà, exactement. On fait un petit bassin de 2 mètres sur 2 et voilà. C'est ça. C'est pour ça que ils font genre, ils sont devant le vide de l'océan. C'est pour ça que je dis, ce côté-là est attachant parce qu'ils ont voulu faire le truc comme en vrai. Mais le problème, c'est que t'avais ça, donc t'avais les contraintes, la météo qui s'est mise, puis Kevin Costner qui du coup prenait vraiment Kevin Reynolds pour son chien. Et la preuve en est, c'est que plus tard, il va faire Postman, Kevin Costner, qui est en fait un Waterworld dans la guerre de sécession. Enfin, t'as un côté, voilà. Et t'as tous ces trucs-là qui vont s'accumuler, qui vont faire que le film va pas fonctionner, ne serait-ce que d'un point de vue cinématographique déjà. Et c'est un film branque-ballant. Enfin, vraiment, quand tu le vois, tu vois, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et puis, déjà la coupe de cheveux de Kate Costner pour commencer. Déjà ça ne va pas du tout. On a Dennis Hopper qui est encore en roue libre dans un rôle de méchant. Mais Dennis Hopper, lui, il est content. C'était un acteur qui était content de toucher son chèque. Ah bah oui, je pense, mais tu le vois, il est. Attends, après son rôle de Koopa dans Super Mario. Dans Super Mario, c'est ça. Et pourtant, putain, quel grand acteur, et puis il a fait des trucs. Mais non, mais Dennis Hopper, quand on y pense, c'est quand même le type qui a révolutionné Hollywood à la fin des années 60 et qui cachetonne dans Easy Rider, quoi. Oui, voilà, et qui dans les années 90 cachetonne dans Super Mario et Waterworld. Enfin, tu vois la carrière qu'il a eue. Mais je pense qu'il s'est dit, mes enfants, ils aimeraient ce film. Ouais. Oh là. Peut-être pas, je sais pas. Écoute, c'est une question d'éducation, mon grand. C'est pas un film irritant, c'est un film qui est au-delà, parce que vraiment, faut vous dire, c'est que, en plus, ça a été un flop, mais tout le monde voulait que ça soit un flop. Non, mais c'est ça. Genre, il était promis à un échec. Les Simpsons, il y avait une vanne où Milhouse, il foutait des pièces dans une machine, dans une borne d'arcade Waterworld, et il met genre 40 pièces de 25 cents, et il prend le joystick, et genre il fait un pas, et il y a marqué Game Over, il met 40 pièces, et il continue à les mettre. C'est ce qui est un gag hilarant, mais en fait, il y en a eu des centaines de gags sur Waterworld, genre c'est devenu en plus le film Scooboon, parce qu'il y a eu les tempêtes qui ont détruit le... Et le film, quand tu le regardes, enfin, il tient pas debout, en plus il est super long, enfin, à l'époque ça se Il y a eu des gens qui sont presque morts, oui. Parce qu'ils se sont pris des coups de tribarant dans la gueule. Non mais c'est évidemment, c'est les conditions de tournage. Bon voilà, enfin ça tient pas debout. Enfin je veux dire, on est à 10 000 lieues de Mad Max. Ouais, et puis enfin voilà, c'est pas très très bon. Il y a plein de trucs qui ont pas été pensés. À la décharge de tous les gens qui ont travaillé sur ce film, Kevin Costner était ingérable. Oui, bien sûr, il était en full ego. Et Josh Whedon, tu sais que Josh Whedon a été appelé pour faire Script Doctor sur ce film. Ah oui, si, je l'avais lu en plus. Il a été appelé genre récemment, pour faire 5 jours de travail, et en fait il est resté 7 semaines sur un bateau à essayer de canaliser les idées de Kevin Costner, et il dit que c'est son pire boulot de sa vie. Ouais, non, mais je pense qu'effectivement on peut le croire sans mal. Enfin, tu vois la gueule du film, tu vois qu'effectivement c'est un film qui a été modifié au fur et à mesure. Enfin, que les mecs ils savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire et que les trucs ont été emballés un peu comme ils pouvaient. Enfin, ouais.
c'est vraiment un film qui a souffert de ses conditions de tournage jusqu'au bout, quoi. Donc, perdre le respect. Qui a perdu le respect dans cette histoire? Pas Kevin Reynolds. Kevin Costner, complètement. Enfin, Kevin Costner, en fait, l'aura qu'il avait, s'est complètement écroulé sur ce film-là. Enfin, je veux dire, après Waterworld, pour lui, ça a été la traversée du désert. Et puis, voilà, aujourd'hui, il fait le père connard de Superman dans les Superman récents, quoi. Donc, oh, putain, le pauvre, putain, je repense à ça. Ah, ça me mord dans Man of Steel. Qu'est-ce que c'est connerie. Je te traumatise, fils, pour te donner une leçon. Tu as vu Batman v Superman? Malheureusement, oui. Et tu sais qu'il revient dans il une scène de Batman v Superman. Et il leur explique, bon écoute, on a laissé les voisins crever, mais finalement, on a bien fait. Oui, il arrive pour lui faire le moral de connard, genre, même mort, pas Kent, même Jonathan Kent est un connard dans le monde d'ici. C'est affolant, tu regardes sa carrière après Waterworld, enfin, comme dit, il y a eu Postman qui s'est encore plus écroulé parce que c'est lui qui l'a fait, enfin. Postman, c'était compliqué. Enfin, tu vois, il a tourné dans une production Besson récemment, enfin, genre, il sait plus quoi faire, quoi, Bon, où est-ce qu'on va mettre ce film qui n'est pas... qui n'est pas aussi atroce que... C'est pas une grosse purge, mais c'est mauvais, mais c'est pas une grosse... Enfin, et en plus, c'est pas le jour et la nuit, quoi. C'est un film qui s'est refait avec le temps en termes de... Tu sais, avec les DVD et tout ça, il est devenu super... Genre... il est devenu profitable avec le temps, quoi. Oui, il est devenu profitable avec le temps, mais il est pas devenu spécialement bon non plus avec le temps. Faut pas non plus, tu vois, le révisionnisme cinématographique, ça va bien 5 minutes. Je préfère revoir Mad Max 3, tu vois. Oui, moi aussi, je préfère revoir Mad Max 3 à Waterworld, ouais. C'est dire quand même, parce que Mad Max 3, je l'aime pas. C'est pas très bien. C'est quand même pas très très bien. Je regarde Fortress, Independence Day... Alors je le mets en dessous d'Independence Day quand même, c'est même en dessous du 5ème élément, faut dire, je préfère regarder le 5ème élément, même Stargate, je préfère regarder Stargate, attends, je pose même pas la question, juste en dessous de Stargate en fait pour moi, tu vois. Tu le mettrais au-dessus de Stargate? Ouais, je préfère regarder Stargate. En fait, je me laisse beaucoup faire ces épisodes. Non, je sais pas ce que t'en penses, mais en même temps on va pas se battre pour Waterworld. Hein. Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, si tu le mets au-dessus de Stargate, ça veut dire qu'il le met entre la 9ème porte, Batman Forever et Hook. Oui, c'est ça, voilà, c'est globalement, ça situe un peu le niveau, quoi. Ah, je préfère quand même revoir... Non, je préfère quand même revoir ça que... Non, je le mets au-dessus du 5ème élément, mais au-dessous de Taxi. Alors, on peut le mettre peut-être juste en dessous du 5ème élément, juste au-dessus de Batman et Robin. Je t'accorde les évatés American Historics, tu vois. Deal. D'un coup. Deal. Tu sais me prendre par les sentiments. Ouais, les gens, vous pouvez pouvoir dire, oh là là, il se fait faire par Daniel. Alors bon, écoute, il faut un dernier film et je pense que ça sera très bien pour cet épisode. Le dernier film de la liste de Ki-Young est Star Wars épisode 1, La menace fantôme, un film de George Lucas. Oui. Alors, comment aborder ça? Alors déjà, l'épisode 1, il faut le souligner, et je pense que ça va être un des rares points. C'est le seul épisode des années 90. C'est le seul épisode des 90, donc déjà, il n'y aura pas de conflit. C'est une très bonne partition de John Williams. Faut dire ce qui est. Les thèmes de John Williams qui a écrit pour cet épisode-là sont vraiment très bien, et je pense que des Star Wars récents, c'est peut-être ma partition préférée, c'est celle-là. Voilà, j'ai dit du bien de l'épisode 1. Ah, moi je peux dire d'autres choses bien. Mais en fait attends, vas-y, parce qu'on va détruire ce film. Mais honnêtement, c'est un film qui est complètement sauvé par sa baston finale. Oui, il y a qui est le talent de Ray Park. Le talent de Ray Park est voilà. Indéniable. Ray Park, ce pauvre acteur dont on n'a jamais presque vu la gueule, puisqu'il faut vous le dire, c'est lui qui joue le ninja dans G.I. Joe, qui joue Snake Eyes dans G.I. Joe, et qui fait le mec dans X-Men là, le Toad voilà. Dans X-Men. On l'a jamais vu en vrai sa gueule quoi dans les films presque. Ray Park, parce qu'en plus il est acteur, mais il a chorégraphié, enfin il a mis au point. Il a chorégraphié. Et c'est à partir de ce film-là que tout d'un coup. Au lieu d'être juste des acteurs qui font ching chong avec leur épée là, enfin, oui, c'était des vraies chorégraphies quoi. C'était des vraies chorégraphies de combat avec une culture forcément asiatique, une culture martiale qui est évidente. Ouais. Et il faut quand même reconnaître que sur cet épisode-là, c'est pas vrai par la suite. George Lucas les filmait de façon à peu près correcte. C'était pas transcendant, on n'était pas dans des trucs à la Jackie Chan, mais la mise en scène arrivait à rendre justice aux chorégraphies de Ray Park, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'était pas mal. Je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire de bien. Voilà, après c'est une catastrophe parce que, enfin,
Alors, non, attends, il y a encore d'autres choses positives. T'as un autre truc positif dire. Ouais, ça ne commence pas par Jar Jar Binks. Attention. Non, ça commence pas par Jar Jar Binks. C'est sans doute le film le plus personnel de George Lucas de cette trilogie-là. Et je vais m'expliquer, c'est que c'est le film qu'il a fait, c'est le film qu'il avait en tête. Et après, il y a eu les réactions des gens. C'est le problème. Il y a eu les réactions des gens, et donc il s'est adapté aux réactions des gens. Toutes ces histoires de midi-chloriens, tout ça, quelque part, c'est le film qu'il voulait faire dans sa tête. Il a fait Star Wars en opposition de plein de choses. Les studios, les finances, et c'est pour ça qu'il est devenu indépendant. Même en opposition de lui-même, parce que c'était pas le film qu'il voulait faire. Il a fait ce film-là parce qu'il voulait faire de l'argent pour faire ses films à lui. Ouais. C'était ça la motivation de Star Wars. Il était en opposition avec plein de choses, avec la technique, avec c'est un film qui s'est fait en dépit du bon sens, parce qu'il s'est arraché pour le faire. Et donc c'est un film qui est dans le conflit. Les films de Star Wars épisode 1, 2, 3, c'est pas des films qui sont dans le conflit, c'est des films où George Lucas est le roi à bord et personne ne lui dit rien et personne ne lui a dit tu vois ton film qui commence avec des histoires de blocus commercial, de blocus commerciaux avec les Jedi qui vont faire la justice, c'est les CRS de l'espace, qui vont faire les douaniers de l'espace. Ouais, personne lui a dit, c'est nul à Yesh. Ouais. Mais en fait, tu parles des midi-chloriens, c'est un des gros problèmes, c'est le principal problème, c'est-à-dire que c'est un film qui, en fait, quand tu le regardes, tout ce qui avait été mis en place dans le premier Star Wars, tout ce qui faisait que ça fonctionnait, et là, il s'amuse finalement à le démonter, c'est-à-dire que Star Wars c'était un récit qui était simple, avec des héros et des méchants clairement identifiés, et un côté mystique qu'on n'expliquait pas, mais qui faisait que justement c'était là, et que ta gueule ça marche, et du coup ça marchait. Et là, du coup, on cherche à apporter des explications à des trucs dont, honnêtement, on se fout complètement, personne ne se posait la question. Est-ce que je peux dire un truc, genre, tous ces films-là n'auraient pas dû être. Bien sûr. L'arc narratif de Anakin Skywalker n'est pas le plus intéressant, parce que ça fait de lui une victime, alors que je trouvais que c'était un méchant génial. Voilà. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, finalement, quand tu regardais la première trilogie, Anakin Skywalker, sa relation avec son fils, sa rédemption, etc., finalement, t'avais compris le personnage, t'avais pas besoin d'en rajouter, t'as pas besoin de rajouter 4h30 de film derrière. Sa mère, se faire acheter comme un esclave. Ouais. Et en plus, il y a un problème. Enfin, alors après, on commence. Les problèmes d'arrivée. Qui-Gon Jinn, c'est une erreur. Genre, j'adore Liam Neeson et tout ça, mais genre, ça sert à rien d'avoir Qui-Gon Jinn et en plus Obi-Wan. C'était Liam Neeson en mode Osef total. Enfin, il sait pas ce qu'il fait là, quoi. Et alors, il y a un autre truc positif à dire, c'est que dans tous ces acteurs qui ne savent pas comment jouer, oui, exactement. Ils sont en train de jouer avec des blue screens, ils savent pas du tout. Tout à fait. Ils ont aucune idée de comment jouer. Ewan McGregor se donne à 100%. Genre, il est à 100% d'essayer d'être le jeune Alec Guinness, dans son intonation, dans son acting, et malgré, j'imagine, les instructions. Je pense que tout ce qui est bien dans ce film a été fait en dépit de George Lucas. Ah oui, non, mais je pense effectivement que c'est ça, c'est que c'est à partir de les trucs qui ont réussi à échapper à George Lucas s'en sont sortis, mais le reste. Et puis c'est d'une laideur, enfin, artistiquement, il y a des trucs, enfin, enfin voilà, j'ai pas pigé. C'est laid, c'est un film très très laid. Les acteurs savent pas jouer. Et surtout, tu t'en fous. Et alors, oui, tu t'en fous. Et alors, je vais dire, vu que tu t'en fous, et en plus, ça n'a aucun impact. Enfin, honnêtement, l'impact du film sur la globalité de la trilogie, ça aurait pu le résumer en 5 minutes. Et tu passais à autre chose. Tu t'en fous de suivre ce gamin. Enfin, en plus, le gamin, il a claqué. Tu t'en as rien à battre. De ce qui est arrivé. Ça pouvait être. T'as pas besoin de faire 2 heures dessus. Honnêtement, Je sais pas d'où te vient ces pulsions de claquer un gamin. J'espère que c'est pas quelque chose qui est à la maison. à la maison encore, mais c'est au boulot, ce serait plus gênant, tu vois. Gaël Skywalker. Non, parce qu'à la maison, ils peuvent riposter. Hein, à Mawashigiri, je suis par terre. Hein. Il y a que des problèmes dans ce film, mais en même temps, il y a. Et ça vieillit mal, en plus. Et alors, j'essaye de trouver un truc positif à dire. Je trouve que, alors, et attention, bon, après, c'est un gros débat et il y a plein de choses. Et c'est un débat qu'on n'aura pas puisque les films ne sont pas en opposition dans le temps. C'est celui que j'aime c'est le moins pire des 3 films pour moi. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'il s'organise, au moins, sa narration se fait comme un western. On te vend le projet d'un grand combat contre un grand méchant à la fin, et il y a la musique de John Williams qui le souligne, qui est vraiment bien. Mais le problème, c'est que le grand méchant, il sert à rien aussi. Enfin, je veux dire, Dark Maul,
il est là, il est pas là. Bon, ok, tu tues Qui-Gon Jinn, super, mais il a aucune influence ni avant ni après. Ah ouais, non mais attends, si tu me parles de l'influence des combats dans c'est la première trilogie, attends, et c'est bien le problème. Darth Sidious, tu peux. Mais oui, bien sûr. On s'en fout de Darth Sidious. Mais tu vois, c'est justement le problème. Darth Maul, c'est un personnage, il est là, il est pas là, ça change rien et tu t'en rends compte dès la fin du film. Au moins, ça débauche sur une baston, sur un point culminant, sur un climax. Les autres, avec leur climax, avec les pages qui changent comme si c'était un jeu vidéo là. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, c'est celui que j'aime le moins parce que je déteste le gosse et c'est celui qui a amorcé tout le reste. Enfin, tu vois, sans ce truc-là, on n'aurait jamais eu ce qu'il y avait derrière. Alors, tu vois. C'est sûr qu'il y a un moment, le film, tu le vois et tu te dis putain, la trilogie est détruite à jamais. Genre vraiment, il la nuit à sa propre. C'est le moment, le truc, le film de trop, le truc de trop. Ouais, il fallait pas faire ça. C'est le truc qu'il fallait pas quoi. Et ouais, et puis en plus, comme je disais, ça vieillit super mal. Enfin, je veux dire, c'est laid. Enfin, c'est laid, c'est chiant, c'est con. Poids, quoi. Ouais, c'est quand même un bon film de merde. Putain, et Nathalie Portman, elle joue comme une casserole. Ah non, mais elle sait pas ce qu'elle fout là non plus. Elle sait pas ce qu'elle fout là-dedans. Mais après, moi, je comprends pas Nathalie Portman. Je trouve que c'est une très très mauvaise actrice. Ah non, je suis désolé. Ah non, on parlera de Léon un autre jour. Ah non, bah attends, me lance pas sur Léon. On a dit pas de pédophile aujourd'hui. Non, mais elle sait pas jouer, elle est terrifiante, quoi. Et elle est supposée jouer à une fille de 14 ans alors qu'elle en a déjà 30, enfin, je sais pas. Oui, puis le coup de foudre, pas le coup de foudre, mais la rencontre avec Anakin, genre, quoi? Oui, okay. Non, non. Voilà. Après, c'est vrai qu'on manque de films avec de l'inceste, mais je comprends ton envie de parler de l'inceste, mais t'inquiète pas, je pense qu'on va parler un jour de Old Boy, t'inquiète pas. Ah oui, il y en a à dire. Non, écoute, c'est un film de merde. Il y a peu de choses pour le sauver, et c'est vraiment un rapport de qu'est-ce qu'on aime mieux, qu'est-ce qu'on aime moins, qu'est-ce qu'on aime. Pour moi, il va directement à côté de Hook par là, quoi. C'est, tu vois, peut-être même en dessous. Je crois que je préfère encore Hook à l'épisode 1, tu veux que je te dise le truc avec Hook, c'est que tout ce que tu peux dire de mal sur Hook n'a pas détruit Peter Pan. Oui, c'est vrai. Épisode 1 a sali à jamais. Hook a seulement détruit 1h30 de ma vie, ce qui finalement est pas grand-chose. Et il y a un autre truc qui est important avec ce film, je crois que c'est le premier cas de films qui ont été produits vraiment pour le trailer. Et le trailer qui a emballé tout le monde. Et je pense que le trailer de Star Wars épisode 1, remets-toi à l'époque. Oui, bien sûr. Et surtout, tout d'un coup, tu réentends la musique, ça bouge dans tous les sens. C'était en plus pour les 20 ans de la sortie du premier film. Enfin, t'avais évidemment, et puis surtout, c'était à cette époque-là, enfin, faut voir, fin des années 90. C'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des remakes de machin truc, des adaptations. Enfin, à l'époque, c'était pas autant une machine du truc, donc on savait pas où est-ce qu'on foutait les pieds, tu vois. Et aussi, ça a été le premier film d'une génération de films qui ont été faits pour les fans, donc les fans trustent les audiences de premier jour, et puis ensuite ça s'écroule, ou alors les gens commencent à se calmer. Oui, c'est ça, et ça s'est vu dans épisode 7, où dès que t'étais un peu critique, et je l'étais un peu, les gens faisaient « Oh là là, t'es genre le goudron et les plumes », et puis au fur et à mesure, ça se calme, quoi. Oui, mais c'est que les gens ils disent « J'aime bien », et... Aujourd'hui, c'est effectivement devenu une méthode de consommation. C'est le pré-Suicide Squad, quoi, le Star Wars épisode 1. Non, mais c'est ça, c'est Batman v Superman. C'est les films qui ont été faits, dont le trailer est fait pour être diffusé dans le hall H du Comic-Con. Les gens font wouhou pour les fans, avec les images clés qu'il faut, et puis après, derrière le film. Et ensuite, ça sort été prochain, ou alors en décembre, quand c'est pour Star Wars. Et au mois de mai pour Star Wars. Et voilà, quoi, c'est des films, c'est des fan films, et là en l'occurrence c'est un fan film qui touchait à un truc très important pour les gens, et Star Wars n'aura plus jamais été pareil après ce film. Ouais, tout à fait. Je peux voir précisément le point où la trilogie, où tout s'est gâché, c'est quand ils atterrissent sur Naboo. Et c'est le moment où tu piches pas, tu fais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils vont sous l'eau, s'ils vont sous l'eau, pourquoi et là arrive Jar Jar, et je pense que au moment où arrive Jar Jar, c'est bon, tu sais que le film est à Yesh. Si vous le revoyez, repensez au moment où où il apparaît, il ouvre sa gueule, et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Écoute, c'est un film aussi qui a fait 10 fois son prix, puisqu'il a rapporté plus d'1 milliard
Ah, mais une merde bien vendue se vendra toujours mieux qu'un bijou emballé n'importe comment. Donc, Ah bah ça c'est clair. Donc voilà. Donc écoute, où est-ce qu'on le met? Je préfère risque maximum, hein. Vraiment. Je préfère risque maximum aussi. Mais on a quand même listé quelques qualités dans ce film. Oui. Ouais. Oui, mais alors, tu vois, John Williams. Oui, mais alors le problème c'est toujours pareil, c'est que c'est John Williams. Bon, tu peux l'écouter à part, t'as pas obligé de te taper le film. Et le combat de fin, étant donné qu'il y a aucun enjeu, tu peux le regarder à part. Enfin, je veux dire, c'est. Et t'as déjà vu la critique de Red Letter Media? Non, je l'ai pas lu. Non. Il fait une critique sur presque toute la durée du film en analysant chaque point, en expliquant pourquoi c'est nul et yesh. C'est hilarant, putain, si t'as l'occasion. Eh ben écoute, ouais, je vais me. C'est hypnotique parce que ça dure presque plus longtemps que le film, mais c'est génial, c'est vraiment fabuleux, quoi. Je le mettrais au-dessus de Super Mario Bros. Ouais. Et je le mettrais au-dessus de Fortress 2. Ça me va. Juste en dessous de risque maximum. Voilà. Tant que Jean-Claude est au-dessus, ça me va. Eh bien, écoute, Star Wars épisode 1. qui fait une entrée fracassante. Disons que c'est l'antépénultième film de George Lucas. La menace fantôme entre très bas dans le top. Voilà. Et quand même, le film qui est rentré le plus haut dans le top dans cet épisode, c'est quand même un film français. Hein, Cocorico. Avec la Cité de la Peur. Cité de la Peur, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas eu de top, mais par contre, aujourd'hui, on a eu des flops. Ouais. Mais écoute, c'était un bon épisode de reprise pour après la vacance. Enfin, tes vacances. Ah, c'est vrai. Enfin, vacances. Moi, j'étais au Tokyo Game Show, je peux te dire, je suis crevé. Dis-moi, papa, c'est le moment de faire une petite reco. Qu'est-ce que tu nous recommanderais? Et petite reco, j'ai pas mal parlé de séries dans Super Ciné Battle. C'est pour ça à quoi j'ai décidé cette semaine de continuer à parler de séries, mais pas n'importe laquelle, parce que pour moi, c'est la série de l'année, ni plus ni moins, dans la présence de The Night Of. Produite par HBO, diffusée cet été, mini-série de 8 épisodes avec John Turturro notamment. Cool. Et c'est un projet en fait qui au départ était dans les mains de James Gandolfini avant qu'il nous quitte malheureusement en 2013 et qui du coup était resté en sommeil et qui a été repris par la suite. Et en fait c'est une série américaine en fait sur le système judiciaire, on va dire. C'est le thème principal, c'est ça. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire d'un jeune pakistanais musulman qui pour aller à une soirée emprunte le taxi de son père et qui prend par mégarde en fait une jolie jeune femme dans son taxi. Ça se passe plutôt bien, ils finissent par faire la fête ensemble, ils couchent ensemble, et quand ils se réveillent, la nana est transformée en méchoui. Et très vite, il se fait choper pour ce meurtre. Et puis après, voilà, tu vois tout ce qui se passe après, la rencontre avec son avocat, les preuves, l'enquête, le procès, tout ça. Et c'est super bien interprété, c'est super bien construit. Et surtout, c'est que c'est une série qui joue en permanence avec l'attente du spectateur. C'est-à-dire qu'elle est jamais vraiment là où tu penses qu'elle va être. Et à la fin, l'enjeu au départ, c'est parce qu'en fait tu vois pas le meurtre, c'est-à-dire que le personnage principal tombe dans les vapes, il se réveille, elle est morte. Et du coup l'enjeu, au début, c'est est-ce qu'il va s'en sortir ou pas. Et puis les enjeux se déplacent petit à petit. Puis t'as une espèce de malaise de fond, tu sais, qui vient tout doucement tout au long de la série et qui est gardé jusqu'à la fin. Et c'est vraiment doux amer, c'est vraiment nuancé, c'est vraiment malin. J'ai vraiment adoré, quoi. Eh ben écoute, moi je me le mets dans ma liste de trucs à voir alors. Donc par contre, comme c'est HBO et tout, je sais pas trop comment c'est ou ce sera diffusé en France. C'est mon cousin d'Amérique qui m'a fourni les VHS. Nous attendrons l'offre légale. Voilà, mais à surveiller le jour où ça sortira chez nous. Il est cool ton cousin d'Amérique qui t'envoie toutes les VHS. T'as vu, c'est cool, hein. Ouais. Ouais, je te le présenterai un jour. Et écoute, moi je vais faire une double reco. D'abord, je sors de Victoria, un film de Justine Triet, et c'est une comédie un peu dramatique, mais une comédie quand même. Avec Virginie Efira, qui est un bon point. Qui est un très très bon point. Elle est vraiment, c'est une bonne actrice.
Et c'est l'histoire d'une avocate qui est elle est en plein désarroi sentimental. Elle est à un mariage et ça se passe très mal. Et du coup, elle est une tentative de meurtre. Et du coup, elle est engagée par un de ses amis qui était au mariage et qui est suspecté de cette tentative de meurtre. Donc c'est un peu un problème, genre il y a un problème de déontologie chez cet avocate. Et du coup, il y a qu'un seul témoin à la scène, c'est un chien. Et voilà, c'est très très drôle. C'est vraiment, je me suis vraiment bien marré. C'est rare qu'on parle de films français, de bonnes comédies françaises, mais ça, en tout cas, je me suis vraiment bien marré. Elle est survolée par Virginie Efira, donc, mais aussi par Vincent Lacoste, qui est vraiment un très très bon acteur, qui arrive à te vendre des chemises. Oui, voilà, excusez-moi. Des émotions très très compliquées avec une très grande facilité. J'adore Vincent Lacoste. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Victoria, j'ai passé un vrai bon moment avec cette anti-héroïne. Et je me permets d'ajouter une autre reco vite fait. C'est un podcast que j'adore qui s'appelle I Was There Too, qui s'attache à interviewer les gens qui étaient sur les tournages de grands films, mais qui n'étaient pas les stars en fait. C'est les gens les seconds couteaux. Ouais. Et par exemple, je prends par exemple, il a interviewé Clancy Brown pour Shawshank Redemption. Clancy Brown, c'est le mec qui jouait le mec le méchant dans la tôle, quoi. Mais par exemple, il a interviewé Lauren Lapkus pour Jurassic World. Ou alors, pour toi, il a fait une émission entière avec Peter Jason pour They Live. Oh, excellent. Donc non, et il est bon. Alors parfois, il est un peu pas connivant, mais tu vois, du genre, il va pas dire du mal des films. C'est pas un critique. Il se pose pas en tant que critique, mais par contre, il se pose en tant que curieux du cinéma. Et c'est vraiment très très bien. Si vous aimez les podcasts ciné, I Was There Too, c'est vraiment, ça vaut l'écoute. Voilà. Eh ben écoute, j'écouterai ça avec la plus grande attention. Maintenant, c'est l'heure de se quitter. Bah oui, déjà. Ouais, mais tu dis déjà, mais tu sais quoi, je sais très bien que dès qu'on aura fini, tu me dis, tu vas me envoyer un message en me disant quand est-ce qu'on enregistre le prochain épisode. Exactement, parce que là j'ai fait des concessions parce que t'étais au Japon, donc je comprenais que c'était compliqué et tout, mais t'as plus d'excuses, Daniel. On va enregistrer vite. Oui. Dès que je vais lui mettre le message on a le nouvel épisode en boîte, tu vas m'attaquer. Ouais, exactement, je vais te harceler. C'est comme ça que ça se passe. On vous remercie pour votre fidélité. Non, parce que ce mec-là, il m'envoie des messages genre au Japon. Et quand est-ce qu'on enregistre là? Vous voyez, cet homme qui est prêt à travailler pour vous gratuitement. Voilà. Et je suis rarement aussi poli, hein. Connard, c'est vraiment quand quand je veux passer la pommade. Écoute, on vous remercie pour vos listes, on vous remercie de votre fidélité. Ça me touche beaucoup, lui, je sais pas, mais moi, en tout cas. moi, je n'ai pas de cœur, je suis mort à l'intérieur. Oui, souvenez-vous de ce qu'il a fait à votre film préféré, mais pareil. On est disponible sur le site supercinébattle.fr. Vous pouvez trouver aussi la masterlist qui est mise à jour au moment de diffusion de l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur iTunes, enfin sur tous vos lecteurs de podcasts habituels. Stéphane, ton instant promo, dis-nous tout. Eh ben écoute, toujours comme d'habitude, un petit peu chez Gamecult, un petit peu chez Third Edition, toujours sur son critique de passage, et puis sur Twitter, @gkpluginbaby. Voilà. Pour l'instant, on en est là, on est tranquille, on est bien. Et en salle de classe aussi. Oui, et en salle de classe, voilà. Ouais. Mais si vous écoutez ce podcast dans les salles de classe, c'est pas bien, c'est pas fait pour vous. On parle de films que vous n'êtes pas censés voir, les enfants. On n'a pas parlé de nazis dans cet épisode. Non, c'est vrai. C'est un peu triste, du coup. Et tu sais quoi, on pensait couvrir plus de films, et en fait, pas tant de films que ça non plus. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait si peu. C'est juste qu'on était peut-être plus concis que d'autres fois. Ouais, je sais pas. Faudrait des mais statistiques. Faudrait que Oscar Le Maire écoute les épisodes et nous fasse des statistiques précises sur comment ça se passe dans les épisodes. Il me débriefe les épisodes en VM. Ah ouais. Et pour moi, vous pouvez me retrouver sur afterhead.fr, donc l'autre podcast du Robotique Podcast Universe, avec mon camarade Quix. Et aussi en ce moment, je viens juste de publier un article sur Pixel Le Monde sur le Tokyo Game Show. Sur le Tokyo Game Show. Merci de m'aider. Là, je suis voilà, t'as vu ça? Je veux taquer. Ouais, non, je te remercie. Donc j'ai publié cet article. Vous pouvez aussi retrouver Gaijin Dash qui doit être publié
À l'heure où on parle demain... Si Hubert n'est pas nul à chier. Voilà. Non, Hubert est tout préparé. Hein. Oula. Hubert est assez bon, en fait, c'est juste que il y a d'autres gens au bout qui disent non, ce coup-ci, t'as travaillé trop vite, nous on va l'étaler sur le temps. Trop vite, mais pas trop bien, tu vois, c'est ça la différence. Voilà. Donc, du coup, voilà, Super After Eight, Gaijin Dash, et puis bientôt, c'est la reprise de la saison de podcast. Nous, on est toujours là. Voilà, exactement. On est présent. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'était un vrai plaisir de mettre à jour Super Ciné Battle, de mettre le nouvel épisode 10, qui est celui de la dernière fois, depuis le Japon. C'était la première fois que je faisais ça. Sacrée sensation, j'imagine. Surtout de bosser à l'avance, tu t'imagines, pour moi, quel choc. Pas l'habitude. Ah ouais, non, c'est pas coutume de la maison. Merci encore de nous suivre et de nous apprécier. Ça nous touche beaucoup, merci pour vos gentils mots. On vous dit à la prochaine, à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Bah, figure-toi que dans la catégorie des Chao Pantin 2, j'ai quand même vu le top du top qui est quand même le Chao Pantin de Michael Youn. Ah ouais, c'était lequel? Alors, je me rappelle... celui avec où il avait une tête de clown sur l'affiche? Oui, c'est ça, il a une tête de clown, il fait une espèce de clown dépressif, une histoire de prise d'otage et tout. C'était nul à chier. Écoute, est-ce que c'était plus nul à chier que le Chao Pantin de Jean Dujardin? Le Chao Pantin du Jean Dujardin, c'est contre-enquête, c'est ça? Contre-enquête. Contre-enquête est genre 10 fois mieux, quoi. Oh non, contre-enquête, c'était vraiment nul à chier. Ah non, mais c'est pour dire à quel niveau le Michael Youn est pourri, quoi. Ouais, ok. Ouais, non, mais écoute, je te crois. Ah là, tu me crois sur parole, t'as même pas envie de tester, putain, quoi. Mais le Jean Dujardin était vraiment à chier, putain.